Mon père ne s'est même pas raclé la gorge avant de le faire. Il a juste poussé un dossier lustré à travers la table et a prononcé le nom de ma sœur comme si c'était une promesse. Léa était rentrée depuis 7 jours. J'avais porté mes parents à bout de bras pendant 10 ans. Le hochement de tête de ma mère était la chose la plus bruyante de la pièce. Je n'ai pas discuté. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai posé la procuration générale à côté des clés de la maison, le tintement du métal assez aigu pour trancher le silence. Tout le monde pensait que j'abandonnais. Mais quand Léa a ouvert la lettre que je lui avais laissée, elle ne l'a pas lue 2 fois. Elle ne le pouvait pas. J'ai grandi dans des couloirs qui sentaient l'antiseptique et la lavande, sous le bourdonnement doux des néons. Mon père marchait devant moi avec de longues enjambées confiantes, saluant chaque résident par son nom. Je traînais derrière lui, poussant un fauteuil roulant trop grand pour moi, me mettant sur la pointe des pieds juste pour le garder droit. Le métal cliquetait et il jetait un coup d'œil en arrière avec un sourire qui n'aboutissait jamais vraiment. « Attention, Clara », disait-il. Puis il se retournait vers la personne qu'il voulait impressionner. Léa ne traînait derrière personne. Elle flottait dans des robes qui ondulaient, des boucles qui captaient la lumière, un rire qui attirait les regards comme par gravité. Ma mère la faisait poser dans les embrasures de porte et près des décorations de Noël, postant des photos avec des légendes sur notre avenir radieux. J'apparaissais parfois en arrière-plan de ces photos, à moitié coupées, tenant un porte-bloc ou essuyant une tache que personne d'autre que moi n'avait remarquée. Même enfant, la division semblait répétée. Léa avait les chaussons de danse, les colonies de vacances, les week-ends pour libérer son potentiel. Moi, j'avais les responsabilités. Clara est indépendante. Mes parents le disaient à tout le monde comme si l'indépendance était innée et non façonnée par les circonstances. Quand Léa se plaignait de ses devoirs, ils engageaient un tuteur. Quand je ramenais des 18 sur 20, mon père opinait sans lever les yeux de son ordinateur portable. C'est ce qu'on attend de toi. Il y a un anniversaire dont je me souviens clairement. Le gâteau de Léa avait des feux de Bengale, des ballons dorés et une douzaine de parents autour d'elle. Le mien, 2 mois plus tard, était un gâteau industriel de supermarché laissé sur le comptoir de la cuisine, le glaçage à moitié fondu et déjà penché. Ma mère m'a embrassé la joue et m'a rappelé de prendre mon uniforme de travail avant de partir pour mon service du soir à l'EHPAD. J'avais 16 ans. Le service n'était pas obligatoire. Le prêt immobilier l'était. Je n'en voulais pas à Léa à l'époque. Ce n'est pas elle qui fixait les règles. Elle s'épanouissait simplement grâce à elle. Mais j'ai appris tôt que vouloir quelque chose me rendait gênante. Alors j'ai arrêté de vouloir. Je remplissais les piluliers, pliais les serviettes, aidais les résidents à écrire leurs cartes de vœux. Je suis devenue la fille qui résolvait les problèmes en silence, dont l'utilité effaçait le besoin d'éloge. À l'âge adulte, le schéma s'était durci. Léa est partie à Paris pour construire une carrière dans les médias créatifs, un rêve dont mes parents parlaient avec révérence. Quand elle appelait à la maison, c'était généralement pour demander de l'argent. Ils l'envoyaient toujours. Pendant ce temps, mon père est tombé malade, puis ma mère. L'entreprise a vacillé. Le personnel est parti. Les réglementations se sont durcies. Et la personne vers qui ils se sont tournés n'était pas la fille dans laquelle ils avaient investi. C'était moi. J'ai signé la procuration sur une chaise d'hôpital en vinyle à 2 heures du matin, ma mère hochant la tête comme si c'était inévitable. « Tu es douée pour les choses sérieuses », a-t-elle chuchoté. Ce n'était pas un compliment. C'était la confirmation d'un rôle que je n'avais jamais demandé. Certains soirs, après de longs services, je captais mon reflet dans les portes vitrées de l'établissement, posture droite, cheveux attachés, tablette en main. Je n'avais pas l'air d'avoir la vingtaine. J'avais l'air d'avoir déjà vécu toute une vie. Je me souviens avoir pensé alors que c'était ma place, non choisie, mais assignée. Ce fut le jour où j'ai compris ce que ma famille croyait. Léa était la vitrine. J'étais l'échafaudage. Le changement est arrivé doucement. Comme les orages qui rampent avant que quiconque ne remarque que le ciel a changé. Au début, c'était de petites choses. Une chaîne de mails que je gérais habituellement sur les inspections de l'ARS est arrivée sans mon nom en copie. Puis un autre sur un audit du personnel.
Puis une réunion planifiée au bureau sur la succession, dont je n'ai entendu parler que parce qu'une infirmière a demandé pourquoi je ne présentais pas le rapport opérationnel. Je me souviens être resté debout dans la salle des fournitures, l'air froid de l'unité de réfrigération. Mon téléphone a vibré, une photo de ma mère, Léa debout devant l'enseigne de l'établissement, souriante, les cheveux soulevés par le vent. La légende, Future Leadership. J'ai fixé l'écran assez longtemps pour qu'il s'assombrisse. Un autre message a suivi, une invitation graphique, une célébration de l'héritage familial, lettre dorée, une date, un lieu, aucune mention de mon rôle, aucune consultation, juste un carton déposé dans ma boîte aux lettres comme une formalité. Ce soir-là, je suis entré dans la cuisine de mes parents. L'air sentait les poivrons rôtis. Mon père se tenait près du comptoir, parlant doucement à Léa d'idées de vision pour la prochaine décennie. Ma mère était appuyée contre l'îlot central, hochant la tête. J'ai attendu qu'ils me remarquent. Ils ne l'ont pas fait. Quand mon père a enfin remarqué ma présence, il m'a offert un sourire distrait. Clara, ne t'inquiète pas pour l'administratif en ce moment. Tu as fait assez de gros travail. Il est temps pour Léa de prendre de plus grandes responsabilités. Le mot « plus grande » a résonné. Léa se tenait les bras croisés, un sourire poli sur les lèvres comme si elle se préparait pour une entrée en scène plutôt que pour un travail. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais rien n'est sorti. Mes doigts se sont resserrés autour du bord de ma tablette. Ma mère s'est penchée, a touché légèrement mon poignet. « Tu es douée pour les choses en coulisses », a-t-elle dit. « Laisse-la briller. » En coulisses. La phrase est tombée plus lourdement que tout le reste. Plus tard cette nuit-là, j'ai trouvé un autre dossier sur la table de la salle à manger. Des projections financières rédigées de l'écriture de Léa. Chiffres inexacts, propositions impossibles. Pourtant, mes parents avaient apposé leurs initiales dans le coin. Ils avaient déjà décidé. Je me suis assise, les pieds de la chaise raclant doucement le sol. Ma respiration s'est stabilisée, mince mais contrôlée. J'ai regardé à nouveau les papiers et j'ai senti quelque chose en moi se poser, pas se briser. J'ai juste souri. Je n'ai pas réagi cette nuit-là. Je n'ai pas discuté, ni corrigé les chiffres, ni rappelé qui avait maintenu le système en vie pendant une décennie. J'ai simplement refermé le dossier, l'ai remis exactement où je l'avais trouvé et suis monté à l'étage. Chaque pas semblait stable, presque léger, comme si je laissais la gravité derrière moi. Dans ma chambre, je me suis assise au bord du lit. Les murs étaient du même bleu pâle de mon enfance, délavés, familiers, indifférents. J'ai gardé ma tablette à côté de moi et laissé l'écran tamisé luire sur mes mains. La maison était calme, à l'exception du rire de Léa dérivant dans l'escalier, aérien et lumineux, comme si elle était déjà entrée dans son nouveau rôle. J'ai ouvert un document vierge. Pas de titre, pas d'émotion, juste de l'espace. Puis j'ai commencé. La première entrée était une chronologie. 10 ans condensés en points clés, urgence médicale, gel réglementaire, pénurie de personnel, l'année où nous avons failli perdre les subventions publiques. Chaque crise où je suis intervenue parce que personne d'autre ne savait comment faire. La deuxième entrée concernait la structure, licence, normes de conformité, contrats fournisseurs, partenariats hospitaliers. J'ai listé les noms de chaque personne qui comptait sur le système, et non sur la propriété, pour fonctionner, les inspecteurs qui faisaient confiance à mes rapports, les médecins qui approuvaient nos protocoles de soins, les assistantes sociales qui m'appelaient moi, et non mes parents, quand les familles paniquaient. Je n'avais pas besoin de monter un dossier. Le dossier existait déjà. Tout ce que j'avais à faire était de l'assembler. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, j'ai traversé la ville, les rues calmes et baignées d'un gris pâle. Je me suis garé devant le cabinet du docteur Harel. Il était déjà réveillé, lumières allumées, bouilloire fumant à la fenêtre. Quand il a ouvert la porte, il n'a pas demandé pourquoi j'étais là. Il s'est simplement écarté. Son bureau sentait le cèdre et les vieux livres, un lieu où la vérité arrivait sans théâtre. J'ai posé mes notes sur la table. Il a lu en silence, lunettes glissant sur son nez, tournant chaque page lentement, comme s'il mesurait le poids plutôt que les mots. Quand il a fini, il s'est reculé. Ils avancent sans vous. J'ai hoché la tête.
Et vous avez fini de demander à être vu. Un autre hochement de tête. Il a tapoté le bord de ma chronologie. Vous n'avez pas besoin de vengeance. Vous avez besoin de structure. Cet après-midi-là, il a appelé Maître Rousseau. Elle est arrivée avec un porte-documents en cuir et ce genre de calme qui vient de décennies passées à naviguer dans des systèmes que les gens sous-estiment. Elle a tout examiné, contrats, mais, journaux de conformité, mes papiers de procuration. Elle a scanné chaque page avec une précision rapide, ses lèvres ne se serrant que lorsque les chiffres rédigés par Léa apparaissaient. Il prévoit un transfert, a-t-elle dit. Mais ils ne comprennent pas ce qu'ils transfèrent. Expliquez-leur, lui ai-je dit. Elle a pointé les licences en premier. Ceci est la véritable colonne vertébrale. Sans cela, les établissements ne sont que des bâtiments, rien de plus. Puis elle a tapoté les protocoles de conformité que j'avais rédigés. Ceci est de la propriété intellectuelle. Vous l'avez créé. Enfin, elle a tenu le résumé de nos partenariats. Ceci est du capital institutionnel. Il suit le système, pas le nom. Je suis restée très immobile. Vous pouvez protéger votre travail, a-t-elle continué. Pas avec de l'émotion, avec des frontières. Nous avons passé la semaine suivante à construire un cadre juridique, une fondation à but non lucratif conçue pour détenir tout ce qui est intangible, la marque, les protocoles, le système de données, les partenariats. Non pour posséder, mais pour sauvegarder. Une structure qui ne servait pas une image de famille, mais les gens dont nous prenions soin. La fondation du port d'attache. J'ai choisi le nom doucement. Un pont construit pour ceux qui avaient besoin de stabilité. Sous mon autorité en tant que mandataire, toujours pleinement valide, jamais révoqué. J'ai exécuté chaque transfert avec la précision de quelqu'un copiant des doses de médicaments. Chaque document signé, notarié, classé. Mes parents, croyant qu'il s'agissait d'un nettoyage administratif de routine pour leur santé et la stabilité de l'entreprise, ont signé des rôles consultatifs honorifiques sans lire les petits caractères. Pas de propriété, pas de contrôle, juste une reconnaissance pour leur nom. Quand le travail fut terminé, je suis retournée aux opérations comme si de rien n'était. J'ai circulé dans les couloirs, vérifié les journaux, ajusté les plannings. Le personnel me saluait avec le respect silencieux de ceux qui se souvenaient de qui les avait maintenus à flot. Léa dérivait dans les chambres avec un carnet et un sourire doux, proposant des idées de palettes de couleurs pour le site web. Mes parents rayonnaient chaque fois qu'elle ouvrait la bouche. La veille de la célébration de l'héritage, je me suis assise seule dans le petit bureau niché derrière le poste infirmier. Les néons bourdonnaient au-dessus. Ma tablette était ouverte sur un dernier document, une lettre adressée à Léa. Ce n'était ni colérique ni tranchant. Ce n'était pas une accusation. C'était de la clarté. J'ai écrit sur ce qu'elle héritait, une coquille sans le système, une responsabilité sans préparation, un titre sans la colonne vertébrale en dessous. J'ai expliqué la fondation non pour lui faire honte, mais pour la préparer à la vérité que mes parents refusaient de voir. J'ai terminé par une ligne qui ressemblait à une sortie de l'ombre. Ce que tu porteras ensuite dépend de ce que tu choisis de tenir. J'ai imprimé la lettre, les plié soigneusement et les glissé dans une enveloppe rouge, une couleur qui attirait l'attention sans bruit. Le jour de la célébration, j'ai placé l'enveloppe dans mon sac à côté des clés et du document de procuration. 3 objets, 3 vérités. Cette fois, je ne réparerai pas ce qu'ils avaient cassé. Cette fois, je laisserai le système parler de lui-même. La célébration semblait chaleureuse depuis l'embrasure de la porte. Lumière douce, verre en cristal, serviettes en lin pliées comme de petits vœux soigneux. Mes parents se tenaient près du bout de la table, rayonnant d'une manière qu'ils n'avaient pas vue depuis des années. Léa était assise entre eux, posture parfaite, doigt effleurant le pied de son verre comme si elle s'était entraînée pour ce moment. Quand mon père a tapoté sa cuillère contre son verre, la salle s'est tue. Sa voix portait facilement à travers la table. Merci à tous d'être ici ce soir. Nous honorons l'avenir du travail de notre famille. Il s'est tourné vers Léa avec un hochement de menton fier. Elle est prête à diriger. Ma mère a opiné, les lèvres courbées en ce sourire doux qu'elle réservait au moment qu'elle croyait historique. Elle le mérite, a-t-elle ajouté. Les mots n'ont pas piqué.
Ils ont simplement confirmé tout ce que je comprenais déjà. J'ai attendu que les applaudissements s'estompent. Puis je me suis levée, pas brusquement, pas avec force, juste assez pour que les chaises arrêtent de bouger et que les conversations se taisent. J'ai placé 3 objets sur la table devant moi. Les clés, le document de procuration et l'enveloppe rouge. Les clés ont fait le plus petit bruit, un claquement métallique net qui a tranché la chaleur de la pièce. Mon père a froncé les sourcils. Clara, ce n'est pas nécessaire. Je les ai glissés doucement vers Léa. Tout est à toi. Certains invités ont souri, prenant cela pour de la grâce. D'autres ont échangé des regards, sentant le mauvais genre de calme dans l'air. Léa a pris l'enveloppe en premier. Ses doigts ont tracé son bord avant de glisser à l'intérieur pour déplier la lettre. Ses yeux ont parcouru les premières lignes, puis se sont aiguisés. Elle a tourné la page suivante, puis la suivante. Son souffle s'est coupé. « C'est quoi ça ?» a-t-elle chuchoté. Personne n'a répondu. Elle a lu plus loin, les mains se resserrant autour du papier, les phalanges blanchissant. « Non, ça ne peut pas être vrai. » Sa voix est montée, mince et incrédule. « Tu plaisantes. » Sa chaise a grincé vers l'arrière alors qu'elle se levait. La pièce a sursauté avec elle. Mon père a arraché les papiers de sa main. Son visage s'est vidé de son sang lorsqu'il a atteint la section décrivant les transferts, marques, protocoles, droits opérationnels, accords de licence, tout sous la fondation du port d'attache. Ses doigts tremblaient. « Clara, qu'est-ce que tu as fait ?» Je n'ai pas répondu. Ma mère a saisi une page, la scannant par rafales rapides et frénétiques. Ça dit que nous ne possédons rien de tout ça. Que les établissements sont des bâtiments, ai-je dit doucement. Juste des bâtiments. Un silence est tombé. Même le tintement de l'argenterie s'est calmé. Dans le coin le plus éloigné, Maître Hébert, l'avocat de la fondation, s'est levé de sa chaise. Il s'était fondu dans la pièce jusqu'au moment où l'on avait besoin de lui. Sa voix était calme, même polie. Tout dans ce dossier est exact. Les transferts ont été exécutés il y a 3 ans, pendant la période où mademoiselle Clara Hart détenait la pleine autorité légale pour agir au nom de ses parents. La voix de mon père s'est brisée, sans notre consentement. Avec vos signatures, a répondu doucement Hébert. Vous avez tous deux approuvé les documents à l'époque. Nous avons une vérification médicale et une surveillance tierce confirmant la nécessité. Léa regardait de lui à moi, les yeux écarquillés, le souffle irrégulier. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent de me donner ? Hébert a croisé les mains. 2 propriétés vieillissantes et la dette qui y est liée. Tout le reste nécessiterait une certification de la fondation. La certification dépend du respect des normes de soins conçues par mademoiselle Hart. Ma mère a secoué la tête. Elle peut les respecter. Elle peut apprendre. Hébert a soulevé une seule page. Si les ratios de personnel chutent, si les protocoles de sécurité ne sont plus suivis, si un processus central dévie de plus d'un petit pourcentage, la fondation peut révoquer la licence sous 60 jours. Sans licence, les bâtiments ne peuvent pas fonctionner. La voix de mon père a sombré dans un murmure. Donc, nous n'avons rien. Je ne l'ai pas corrigé. Ils avaient exactement ce qu'ils valorisaient, l'apparence sans la structure. Léa s'est effondrée sur son siège, la lettre molle dans ses mains, la posture confiante qu'elle avait portée toute la soirée dissoute, les épaules repliées vers l'intérieur. Je pensais que je reprenais quelque chose de réel. J'ai finalement parlé. C'était le cas. Le système, la responsabilité, le travail. Tu ne l'as juste jamais vu. Hébert a refermé le dossier. Cet arrangement protège les personnes âgées, protège le personnel. Ce n'est pas punitif. C'est structurel. Mes parents m'ont fixé comme s'ils me voyaient pour la première fois, non pas comme la fille qui les portait, mais comme la personne qui ne le ferait plus. Je n'ai pas offert de réconfort. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement reculé de la table, le silence de la pièce me suivant jusqu'à la porte. Le système parlerait à partir de maintenant.
Je n'ai pas dormi cette nuit-là, non par culpabilité, il n'y avait aucune raison de se sentir coupable, mais parce que la maison semblait étrangement calme sans le poids de l'attente pressant contre les murs. Mon téléphone est resté éteint sur la table de nuit. Pas d'alerte du personnel. Pas d'appel tardif concernant des erreurs de médication. Pas de rappel sur les inspections. Le silence semblait inconnu, comme entrer dans une pièce dont j'ignorais l'existence. Au matin, les conséquences avaient déjà commencé à se dérouler. Je les ai vues de loin, non pas parce que je les évitais, mais parce que je n'appartenais plus à leur orbite. Les mailles de la banque, les démissions du personnel, les avis de conformité, rien de tout cela ne m'est parvenu. Tout est allé exactement là où la responsabilité avait été placée. Pourtant, j'ai conduit jusqu'au nouveau centre du port d'attache avant le lever du soleil. Les fenêtres brillaient d'un ambre doux reflétant la première lumière sur le fleuve. À l'intérieur, des bénévoles préparaient les activités du matin, leur voix basse et stable. Quelqu'un accordait un piano dans la salle de loisirs. Les notes dérivaient dans le couloir comme un rappel silencieux que la vie continuait même quand les familles ne le faisaient pas. Je suis entré dans mon bureau. La pièce était petite, presque austère, mais la lumière du matin adoucissait tout. Les bords du bureau, les couleurs sourdes sur le mur, la pile de dossiers que j'avais laissés la veille. J'ai posé mes clés et expiré lentement, le souffle tombant dans l'espace comme un poids final étant relâché. Plus tard cette semaine-là, j'ai vu mes parents dans une salle d'attente de l'aide sociale. Ils étaient assis ensemble, mains jointes, regardant droit devant eux. Ils ne m'ont pas vu passer. Je ne me suis pas arrêtée, non par colère, mais parce qu'il n'y avait plus rien à réparer. Un mois plus tard, lors d'une visite de site, j'ai remarqué Léa dans l'un des établissements partenaires poussant le fauteuil roulant d'un résident. Ses mouvements étaient petits et prudents. Elle avait l'air différente sans les projecteurs. Elle ne m'a pas remarqué. Je l'ai laissé vivre ce moment. Certaines histoires se terminent par une victoire. La mienne s'est terminée par de l'espace, propre, calme, mérité. Pour la première fois, je ne portais rien qui n'était pas à moi. Au final, rien de dramatique n'a suivi. Pas de cris, pas de porte claquée, pas de règlement de compte final, juste une ligne nette tracée dans le calme. Les familles se fracturent bruyamment, mais les limites se posent comme de la poussière. Douce, inévitable, impossible à balayer une fois que vous arrêtez enfin de prétendre que vous êtes celui qui tient tout à bout de bras. La liberté ne venait pas de la victoire. Elle venait du fait de s'écarter sans regarder en arrière. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez dire est rien du tout. Et parfois, le silence qui suit est la seule vérité qui ait jamais compté. Si cette histoire est restée avec vous, restez proche. D'autres arrivent.